Alors le premier thème d'analyse de ce Ramsès, c'est évidemment la guerre qui se déroule en Europe dans ses conséquences sur le continent européen au sens large. Alors d'abord sur le continent à l'ouest, c'est-à-dire sur nos institutions, les institutions qui traversent l'Europe de l'Ouest, les institutions euro-atlantiques et européennes, l'Alliance Atlantique et l'Union européenne. L'Alliance Atlantique, bien entendu, a renforcé son emprise sur les questions de sécurité en Europe, mais les rapports de puissance à l'intérieur, les rapports de force à l'intérieur de l'Alliance vont évoluer au profit vraisemblablement des États-Unis, ainsi que vont le démontrer certainement les sommets atlantiques prévus. Quant à l'Union européenne, elle se trouve confrontée à un mur de défis, dont le plus simple n'est pas celui des élargissements qui sont annoncés et qui vont advenir, même si nous n'en connaissons pas encore le rythme. Il va y avoir le problème des élargissements en soi, du processus d'élargissement. Il va y avoir les problèmes économiques qui vont se poser de manière extrêmement importante, la reconstruction de l'Ukraine, la péréquation économique entre les anciens membres et les nouveaux membres de cette union, les investissements nécessaires à la transition écologique, à la transition climatique, à la transition énergétique, etc. Tout cela annonce, au-delà des problèmes de gouvernance institutionnelle, des problèmes extrêmement fondamentaux pour la stabilité et l'avenir même de l'Union européenne. Mais au-delà de l'Union européenne, c'est tout le continent eurasiatique qui est concerné. On sait que la stabilité de la Fédération de Russie est elle-même mise en cause par le devenir de la guerre, mais la stabilité des alentours de la Fédération de Russie, qu'il s'agisse de l'Asie centrale avec les républiques musulmanes, qu'il s'agisse de la Biélorussie, etc. Tout cela est mis en cause par le devenir de cette guerre et la solution de cette guerre qui, en toute hypothèse, ne sera vraisemblablement pas positive pour la Fédération de Russie. J'ajoute qu'au-delà du continent européen lui-même, les alentours de ce continent, avec l'espace méditerranéen, l'espace moyen-oriental et les nouveaux acteurs qui se déclarent avec tout leur poids et leur intervention dans cette guerre ou autour de cette guerre d'Ukraine. On peut penser par exemple à la Turquie, on peut penser à l'Iran, la stabilité de cet espace et l'avenir de cet espace qui connaît en réalité une véritable déprise au sens inverse de l'emprise occidentale, une véritable déprise occidentale, c'est-à-dire une diminution de l'influence occidentale. Tout cela fait partie des interrogations géopolitiques absolument fondamentales que nous pose cette guerre. Bien au-delà de son champ de bataille où les civils et les militaires souffrent, c'est sur tout le continent que s'étend l'ombre de la guerre d'Ukraine. Deuxième thème fondamental de réflexion, l'année 2023 a été d'une certaine manière celle de l'irruption de l'Inde sur la scène internationale comme poids lourd international. Sur une scène que nous regardons, nous autres occidentaux, souvent à travers nos lunettes obsessionnelles sur l'émergence chinoise qui a maintenant plusieurs décennies. 2023 pour l'Inde, c'est l'année de la présidence du G20, l'année de la présidence de l'Organisation de coopération de Shanghai, et puis l'année d'un positionnement tout à fait particulier concernant la guerre d'Ukraine, ou informé, comme on dit, par la guerre d'Ukraine, ou déterminé par la guerre d'Ukraine. On maintient les liens avec Moscou, qui sont des liens historiques, en particulier pour les questions d'armement ou de fourniture énergétique. On se rapproche incontestablement de Washington, et on reste prudent avec Pékin. L'Inde, qui fait irruption avec cette diplomatie, fait aussi irruption avec son poids démographique. Il n'est pas nouveau, bien entendu, mais c'est en 2023 que spectaculairement l'Inde passe devant la Chine comme première nation peuplée du monde. L'Inde cherche incontestablement à prendre une certaine forme de lead du Sud, qui est tout sauf uni, mais néanmoins une sorte de lead sur des pays du Sud, en réclamant une réforme des institutions internationales, une fois encore prenant la présidence d'organisations rivales, en quelque sorte, des organisations mises au point par l'Occident depuis plusieurs décennies. Et en réalité, elle est le symbole de ces États qui
bien en dehors des traditionnels alignements de blocs ou même du non-alignement, définissent désormais leur position diplomatique et politique internationale en fonction de leurs stricts intérêts nationaux. L'Inde, à cet égard, est le miroir du monde diplomatique d'aujourd'hui, avec l'ensemble de ses complexités. Tout ceci nous dit que l'émergence de l'Inde est un élément absolument fondamental des décennies qui viennent, dans tous les sens positifs et les sens négatifs, puisque l'Inde connaît également de nombreuses difficultés, qu'il s'agisse de ses inégalités internes, qu'il s'agisse de son ouverture inachevée au marché international, qu'il s'agisse de sa rétraction nationaliste, ou qu'il s'agisse de son déficit de système de formation pour des générations énormes qui arrivent sur le marché du travail. En toute hypothèse, l'Inde sera une lourde part de notre avenir. Ce monde que nous rêvions stable depuis la liquidation du système Est-Ouest, on voit bien qu'il est en train de se défaire. Les institutions internationales officielles, comme par exemple l'ONU, ne sont plus au centre des débats. Le Sud, même si on affecte de le considéré comme global, refuse désormais de s'aligner sur les positions occidentales, comme on l'a bien vu au moment de la guerre d'Ukraine ou du début de la guerre d'Ukraine. Les pays du Nord eux-mêmes sont de plus en plus méfiants vis-à-vis des interdépendances qu'ils ont fait mine de découvrir au moment de la crise du Covid, les indépendances qui ont été poussées trop loin par le processus de mondialisation depuis 3 décennies. On utilise de plus en plus l'arme économique, sous la forme en particulier des sanctions, qui sont très souvent et le plus souvent des armes décidées unilatéralement, parfois par l'ONU, mais de plus en plus unilatéralement. Et puis on voit ici ou là, dans les conflits plus ou moins armés, s'affirmer de nouveaux acteurs. On pense par exemple, autour de la guerre d'Ukraine, aux livraisons d'armes de la part de pays comme la Turquie, comme l'Iran ou comme la Corée. L'idée qu'on est en train d'assister à la constitution de blocs concurrents, qui est une idée qui est répandue dans le débat international depuis 2 décennies, est vraisemblablement une idée fausse. Finalement, le seul bloc qui montre aujourd'hui sa solidarité et son existence, c'est le bloc occidental dans la guerre contre l'Ukraine. Le Sud est extrêmement composite, il se caractérise par sa réticence vis-à-vis des pays du Nord, mais cette réticence est dictée par des arguments locaux, nationaux extrêmement divers. Autrement dit, on se trouve en face d'un monde qui est à la fois aplati, parce que le système de la puissance y est moins lourd que précédemment, et qui est hérissé d'égoïsmes nationaux. Et c'est ce monde qui, vraisemblablement, demain, sera soit anarchique, soit régulé si nous arrivons à imaginer des systèmes internationaux de régulation qui correspondent à ces nouveaux problèmes. Ces problèmes, on sait qu'ils sont extrêmement nombreux. Il faut réguler les relations commerciales, il faut réguler les influences et les systèmes de propagande et les systèmes technologiques d'information modernes. Il faut réguler, si possible, les transferts d'armement. Il faut réguler les dynamiques démographiques et les dynamiques migratoires, il faut réguler les questions économiques, les questions de transition climatique, etc. Nous sommes dans une période qui est typiquement une période de l'entre-deux, où le monde ancien, selon la formule classique, a déjà disparu, mais où le monde nouveau ne perce pas encore dans ses logiques fondamentales.